Bonjour à tous, on vous retrouve pour un nouveau live sur le compte de Botanique avec Arnaud, notre expert de la LPO. On va vous parler des oiseaux du jardin et de comment bien les accueillir dans votre jardin, que ce soit pendant la saison d'hiver pour leur donner à manger ou au printemps pour les aider à faire leur nid. Bonjour Arnaud. Bonjour, ouais. Alors, explique-nous un peu. Là, on est en plein hiver, on voit bien, il neige derrière. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les mangeoires qu'on peut installer pour aider les oiseaux à se nourrir? Donc en fait, pour donner à manger aux oiseaux l'hiver, il y a différentes sortes de mangeoires, des rectangulaires, des rondes, peu importe. La forme n'est pas très importante, c'est surtout ce qu'on va mettre dedans qui est important. D'accord. Et là, on a quand même beaucoup le choix. Le plus important, c'est les graines de tournesol. Ça, tous les oiseaux aiment bien. Ouais. Ça, voilà, on les voit. Les mésanges, les moineaux, les pinsons, les vergers, tous les oiseaux en gros qui viennent à la mangeoire aiment les graines de tournesol. Donc ça, si on n'a qu'une chose à mettre, faut vraiment privilégier les graines de tournesol. Si on peut les choisir bio, c'est d'autant mieux. Après, il y a d'autres aliments, notamment par exemple des petites graines de millet. Donc ça, pareil, on voit là, c'est mélangé avec les graines de tournesol. Les mélanges sont intéressants. Et donc ça, c'est plutôt destiné aux moineaux, pinsons, vergers, les oiseaux qui auront tendance à venir manger les restes sous la mangeoire, les graines qui tombent de la mangeoire. D'accord. Voilà, ça c'est important. Et une autre graine qu'on peut donner aussi, donc ce sont des cacahuètes. D'accord. Ça, c'est pas destiné à tous les oiseaux, c'est surtout les mésanges qui adorent les cacahuètes. Ça les occupe un petit moment, il leur faut 2-3 minutes pour toute la manger. Elles vont la dépioter petit à petit, donc c'est intéressant. Donc après voilà, les mangeoires c'est assez simple à utiliser, il suffit de avoir son sac de graines, la mangeoire, on remplit. Et après par contre quelque chose qui est important l'hiver, c'est quand on décide de donner à manger aux oiseaux, c'est bien de pas arrêter en cours de route, comme les oiseaux prennent l'habitude de venir se nourrir. Donc faut vérifier qu'il y ait toujours à manger dans nos mangeoires, comme surtout si les conditions se dégradent et puis qu'elles ont l'habitude de venir ici dans votre jardin et qu'elles ne trouvent rien, elles vont gaspiller de l'énergie pour venir. Et ça peut les mettre en difficulté, donc ça c'est quelque chose d'important. Et c'est quelle période à peu près, la période idéale pour pour nourrir, on peut commencer dès qu'il commence à faire froid, c'est-à-dire on va dire fin novembre jusqu'à mi-mars, fin mars en fonction des années, en fonction des conditions. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Et je vois qu'il y a d'autres après, il y a des pains de graisse devant. Voilà, après on peut compléter l'alimentation des oiseaux pour varier, pour que ce soit un peu plus équilibré. Donc des pains de graisse. Il faut essayer de privilégier ceux sans huile de palme, comme c'est un peu dommage d'aller détruire les forêts tropicales pour nourrir nos oiseaux. Ouais. Donc maintenant, il y a de nombreuses marques qui font attention à fournir des produits de qualité. Ah, on vient de me poser une question. Est-ce qu'on peut les nourrir quand on est en appartement, du coup? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Sur un balcon, on met une petite mangeoire. Toutes les mangeoires en général elles sont suspendues, donc du moment qu'on peut accrocher ça quelque part, on peut installer une mangeoire chez soi. Après, souvent, les désagréments, entre guillemets, c'est que les graines de tournesol, les oiseaux les avalent pas toutes rondes. On est obligé les oiseaux sont obligés de les décortiquer pour aller chercher la petite graine blanche à l'intérieur. D'accord. Et donc, en général, si on a des mangeoires, à côté, il y a les carapaces des graines de tournesol qui peuvent rester. Et ça peut faire un petit déchet. Voilà. Mais pareil, il y a, par exemple, Botanique, eux, peuvent contourner le problème, comme en fait, ils vendent des graines de tournesol. Ici, c'est un mélange, mais on peut trouver des seaux où il y a que des graines de tournesol décortiquées. D'accord. Donc là, ça évite d'avoir toutes ces petites carapaces qui viennent salir un peu un balcon, par exemple. Ok. Et du coup, les pains de graisse, j'ai vu qu'il y avait aussi différents formats, c'est ça? Les pains de graisse, voilà, c'est en fonction de votre mangeoire. Ici, là, c'est une mangeoire qui est adaptée pour accueillir des pains de graisse rectangulaires, donc voilà. Mais sinon, il y a d'autres supports. J'en ai un là, par exemple. Voilà. Ce genre de support où là, on peut mettre des boules classiques. Il y a aussi des gros pains de graisse cylindriques. Ça, c'est en fonction des goûts, mais ça, les oiseaux, eux, ils s'en moquent. Du moment que c'est bon ce qu'on leur donne. Ils sont contents. J'ai entendu qu'il fallait privilégier justement ces supports en plastique et pas de boules de graisse avec des filets. Oui. C'est vrai. Ça c'est aussi un problème, comme quand les oiseaux ont fini la boule de graisse, soit on abandonne ces filets dans les arbres, ou des fois il y a aussi les corneilles, les pies qui ont tendance à venir éclater le filet ou pour voler la boule de graisse à l'intérieur. Et après ces filets on les retrouve dans la nature et ça peut faire des pièges, comme il y a eu des oiseaux qui se sont retrouvés les pieds aussi prisonniers dans ces filets. Donc faut mieux. Et à l'heure actuelle il y a pratiquement plus personne qui fait ça, quoi. Ou vraiment. D'accord. Voilà, maintenant ils sont vendus dans des grands seaux, et puis on a juste à prendre notre boule de graisse et à l'introduire. D'ailleurs, on m'en emmène, donc c'est parfait. Donc voilà, après on les installe. Ouais, voilà, un support comme ça. Voilà, c'est ce que les gens ont vraiment l'habitude de voir, ces boules de graisse.
Et ça, c'est peut-être pratique en appartement, ça Voilà. fait pas du tout de déchets, en fait. Encore, faut quand même se méfier, comme quand les oiseaux viennent picorer, il y a toujours des choses qui tombent. Ok. Mais après, il y a d'autres oiseaux, eux, qui viennent jamais s'accrocher, qui aiment pas les moineaux, les pinsons. Eux, ils mangent au sol. Donc eux, ils ont tendance à passer l'aspirateur sous les mangeoires. Donc D'accord. Ok. c'est un travail d'équipe. Et est-ce que, oui, du coup, tu nous as dit que l'alimentation variait quand même en fonction des espèces. C'est quoi les espèces les plus courantes? Ben les plus courantes, c'est mésanges charbonnières et mésanges bleus. Ouais. Ça, c'est dès qu'on met une mangeoire. C'est les oiseaux qui viennent. J'en ai installé là à l'école de mes enfants, dans une école maternelle, où il y a comme beaucoup de va-et-vient. Bah, dès que c'est calme, il y a 2-3 mésanges qui viennent récupérer les graines de tournesol. Et ensuite, les oiseaux qu'on voit souvent, c'est les pinsons des arbres et les moineaux qui viennent eux manger au pied des mangeoires, avec des vergers aussi. Et après, ça dépend aussi où on habite. Comme si on habite en ville, la biodiversité est plus restreinte, on n'a pas toutes les espèces. Dès qu'on s'écarte un peu des villes, il y a beaucoup plus d'espèces. Hein, comme moi, par exemple, j'en ai une chez moi, j'habite côté d'Annecy. Et ben, il y a, on va dire, une quinzaine d'espèces qu'on peut voir à la mangeoire. Pas tous les jours, mais voilà. Ok. Après, ça Et dépend. alors, comment ça s'installe, ces mangeoires? Est-ce qu'il y a des recommandations Oui, il y en a une principale. C'est le principal danger avec les mangeoires, c'est les chats. Comme on attire les oiseaux et les chats, ils sont pas fous, ils voient les oiseaux, donc ils viennent en général rôder autour des mangeoires. Donc la principale recommandation, c'est d'installer une mangeoire où les oiseaux ont un grand champ de vision, ce qu'ils puissent voir un chat arriver. Comme ça, s'ils voient arriver le chat, ils se méfient et ça risque rien. Ok. Comme si on installe cette mangeoire à côté d'une haie où le chat peut se mettre en embuscade, là ça va être plutôt l'hécatombe plutôt que l'aide aux oiseaux. Donc voilà, c'est important. Après, on l'installe à plus ou moins à hauteur. Surtout, faut que ça soit pratique. Comme vu ce que je disais tout à l'heure, faut jamais qu'elle soit vide, faut qu'on revienne la remplir souvent. Et autant l'installer à un endroit qui soit facilement accessible. Voilà. Mais après, il y a toujours différentes installations. On accroche ça à une branche, à ce qu'on a à côté de chez soi, puis voilà. Mais vraiment penser au chat, quoi. D'accord, ok. Et du coup, la période d'installation, on a dit fin novembre, fin mars. Ok. Et ensuite, il vaut mieux les retirer, j'imagine, pour. Oui, après, ça sert à rien de les laisser tout l'été en plein soleil, comme elles se détériorent, elles s'abîment. Et c'est un peu du gâchis. Hein. Et par contre, après, fin mars, faut vraiment arrêter de nourrir les oiseaux. Il y a des insectes qui reviennent, ils retrouveront des graines naturellement. Et là, il y a plus besoin de leur donner un coup de main. D'accord, ok. Il vaut mieux qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Et un autre truc aussi, qui est important dans les mangeoires, mais je pense que ça devient connu maintenant, mais il faut plus mettre de pain aussi, comme ah d'accord. Autrefois, autrefois les gens avaient tendance à donner du pain aux oiseaux. Et les mentalités évoluent petit à petit. Par exemple, au bord du lac d'Annecy, il y a des grands écriteaux, ne pas donner de pain aux canards, aux cygnes. Mais c'est aussi valable pour les mouettes, les mouettes au lac. Mais pour les mésanges au bord des mangeoires, faut vraiment pas leur donner. C'est quoi c'est pas bon pour leur transit. Eux, ils ont l'habitude de manger des choses naturelles qui n'ont pas été transformées. Le pain, il y a du gluten, il y a plein de choses. Et donc voilà. Ok. Voilà. Bon, écoute, merci. Sinon ça, ouais. Alors, au niveau des nichoirs, dis-nous. Il y a encore des trucs qui me reviennent, voilà. Non, mais pour les mangeoires, je parlais par exemple aussi de différents oiseaux qu'on peut voir aux mangeoires. Il y a les merles aussi, c'est un oiseau qui est très courant aussi bien en ville qu'à la campagne. Le merle, lui, il aime pas trop les graines comme ça, il en mange rarement. Mais par contre, on peut l'aider à la mangeoire en mettant des fruits, par exemple des pommes, même des épluchures, voilà. D'accord. Par contre, il viendra que quand vraiment il fait froid, comme dès qu'il trouve, tant qu'il peut se débrouiller tout seul, il y a pas de souci, il gère, mais dès qu'il fait vraiment froid, que la terre est gelée, il va pas dire non si on lui donne une pomme, même des épluchures. C'est plus sympa de lui donner une pomme s'il y en a une pomme un peu abîmée dans notre mais sinon des épluchures de pommes, un trognon de pomme, il va venir et voilà, ça lui fera un petit plus pendant l'hiver. Super. Voilà. Alors du coup, si on passe à la partie nichoir. Au nichoir, ouais. Voilà. Ah, et il y a une personne qui demande qu'en est-il du rouge-gorge? Est-ce que c'est un oiseau qu'on voit le rouge-gorge, on en voit régulièrement à la mangeoire. Ouais. Mais après voilà, c'est comme le merle. Lui les graines, c'est pas ce qu'il préfère. Mais bon voilà, notamment les petites graines que je vous parlais tout à l'heure, les graines de millet, si vraiment en période de neige, de gel, on va le voir sautiller sous la mangeoire pour venir récupérer quelques petites graines. Mais pareil, c'est comme les pinsons, il aime pas trop venir se percher dans la mangeoire. Donc il va attendre que d'autres oiseaux viennent se manger. En mangeant, en général, il y a toujours des choses qui tombent et lui il vient récupérer ce qui est tombé par terre. Et pareil aussi, une légende entre guillemets, c'est que souvent les gens pensent qu'il y a qu'un seul rouge-gorge qui vient à la mangeoire. C'est plus ou moins vrai qu'en fait, en période hivernale, il supporte pas ses congénères. D'accord. Donc c'est rare d'en voir deux simultanément. Comme là, en général, il y a une petite bataille, mais souvent les gens croient que c'est toujours le même rouge-gorge qu'ils voient toute la journée sous leur mangeoire. Mais il y a eu des expériences qui ont été menées. On a bagué les oiseaux, et certes, il y a toujours un rouge-gorge sur la mangeoire, mais c'est pas toujours le même.
C'est qu'il y en a un qui vient manger, après il va il va voir ailleurs. Il y en a un autre qui vient, et voilà. Mais on les verra rarement Voilà. en même temps. On les verra jamais simultanément ou rarement. Et c'est pour ça que cette légende, c'est marrant. Comme tout le monde dit, j'ai un rouge-gorge à la mangeoire et tout, mais voilà. En fait, Mais il y en a plusieurs en général. Voilà. Ok. Voilà. Alors, bah, du coup, parle-nous des nichoirs. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut qu'on les installe, ces nichoirs? Bon, j'ai envie de dire, un nichoir, on peut l'installer n'importe quand dans l'année, D'accord. sachant qu'il sera utilisé à partir de début avril jusqu'à fin mai, début juin. Okay. Donc voilà. Donc installer un nichoir en hiver, c'est parfait. Comme ça, les oiseaux ont le temps de s'habituer. En plus, si on les nourrit, ben ça va, ils vont tout de suite le repérer. Ils vont se rendre compte qu'ici il y a une cavité et c'est intéressant. Alors, donc voilà. Montre-nous quel nichoir tu as choisi. Bah ici, les nichoirs, en fait, il y a quand même beaucoup de sortes. Si jamais on décide de mettre un seul nichoir dans sa maison, c'est choisir un nichoir avec une ouverture en cercle, avec un diamètre de 28 mm ou 32 mm, ça dépend les espèces d'oiseaux qu'on va accueillir, mais ces nichoirs-là sont vraiment très vite accueillis, tandis que d'autres nichoirs avec des formes plus spécifiques, notamment pour les rouges-gorges, les rouges-queues, ils marchent, mais ils ont moins de succès que ceux-là. Comme les mésanges, comme ces nichoirs sont dédiés aux mésanges, les petits diamètres d'entrée 28 mm, c'est pour les mésanges bleus, et les plus gros, 32 ou 34, c'est pour les mésanges charbonnières ou les moineaux. Comme en fait, ce sont des oiseaux qui sont cavernicoles. Ça veut dire que eux, ils nichent dans des cavités, normalement d'arbres. Mais là, vu à l'heure actuelle, les arbres, dès qu'ils sont un peu malades, un peu morts, un peu pas beaux, ben on les coupe. Donc c'est un peu la crise du logement chez les oiseaux. Donc en installant un nichoir dans les environs de sa maison, bah ça peut pallier un peu la crise du logement. Et donc voilà, ces nichoirs sont en général très très vite accueillis, bien acceptés par les oiseaux. Pareil, donc il y a des précautions à prendre. Pareil, toujours les chats. Donc toujours essayer de privilégier un endroit qui est difficilement accessible par les chats. D'accord. Alors sur un tronc d'arbre, il y a des chats qui sont dégourdis qui vont monter, ça y a pas de souci. Donc ça on peut pas faire grand chose à part il y a des systèmes qu'on peut mettre autour du tronc d'arbre qui est un peu avec des pics, ça blesse pas les animaux mais ça empêche le chat de monter, donc ça peut être une précaution. Moi j'ai pris l'habitude de les installer sous les avant-toits des maisons. D'accord. Donc voilà, donc déjà il y a un mur, le chat peut pas escalader le mur, c'est rare. Et en plus, ils sont à l'abri des intempéries, les nichoirs. Donc ils vieillissent bien. Donc on peut garder un nichoir sous un avant-toit d'une maison, on peut le garder 40 ans, il y a aucun souci, il sera toujours d'actualité. Tandis qu'un nichoir qu'on va fixer le long d'un tronc d'arbre, il va prendre la pluie, la neige, le soleil, et donc il va vieillir beaucoup plus vite. Et des fois, au bout de 5-6 ans, faut le changer comme il a mal vieilli. Et est-ce que ça s'entretient, du nichoir? Ça s'entretient, oui. On peut toujours mettre de l'huile de lin, quelque chose de naturel autour. À l'intérieur, faut surtout pas, faut le laisser brut. Et par contre, moi, pareil, faut vider les nichoirs une fois par an. Comme une fois que il y a toujours des ouvertures sur le côté ou devant. Et en fait, une fois que les oiseaux ont passé la saison de nidification, donc à partir du mois de juillet ou jusqu'au mois de février, faut enlever l'ancien nid. Comme dans le nid, si ça s'est tout bien passé, les oisillons sont partis, mais il y a souvent des fois un œuf qui est pas éclos, un oisillon qui est mort. Et puis de toute façon c'est tout sale, on voit il y a toujours des petites crottes, il y a toujours plein de choses. Donc ça évite que quand un oiseau revient au printemps, de trouver un nichoir qui est un peu sale, et ça peut amener des maladies pour les petits oisillons. Donc au moins de repartir sur des bonnes bases, c'est nickel. De ramener de la mousse, de toute façon c'est leur métier, donc ça leur prend une semaine ou 3-4 jours, ça dépend. Et voilà, donc faut pas s'inquiéter pour eux, même si on a l'impression de casser un nid qui est plus ou moins joli. Les oiseaux ils ont l'habitude de ramener des bons matériaux pour refaire un nid nickel. Et alors on me demande si on peut mettre plusieurs nichoirs sur un même arbre. Sur un même arbre, ça sert pas à grand chose, mais sur 2 arbres différents, même s'ils sont éloignés, on va dire de 5 mètres, c'est pas gênant. Comme dans ces cas-là, vous prenez un diamètre 28 et un diamètre 32, vous les orientez pas tout à fait de la même direction. Il peut très bien avoir une mésange bleue, une mésange charbonnière, qui viendront pas forcément à la même période, mais par exemple il y aura la mésange bleue qui va venir début avril, une charbonnière qui va venir début mai, et les 2 nichoirs vont être utiles. D'accord, ok. Là, par exemple, là, on est sur les locaux de botanique. Il y a la façade juste derrière nous. Il y a 6 nichoirs qui sont à 1 mètre l'un de l'autre. Et en fait, ils sont tous occupés par des moineaux. Comme eux, en plus, ils ont l'habitude de vivre en colonie. Ils aiment bien leurs copains. Et donc là, tous les nichoirs sont occupés. D'accord, ok. Voilà. C'est super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà. C'est vrai que j'ai pas présenté la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Si tu peux nous dire un peu. C'est une association qui est là pour préserver au mieux la biodiversité, pas que les oiseaux.
À l'origine, c'était que pour les oiseaux, mais à l'heure actuelle, dès qu'on peut aider la nature, on fait notre possible pour aider, voilà, les chauves-souris, les insectes, tout ce qui a besoin d'un coup de main. Et donc voilà, et puis il y a des antennes locales dans tous les départements. Et en tapant LPO 74, vous trouvez toutes les informations, les numéros de téléphone. Et ouais, une antenne. voilà, il y a une antenne. Et après, voilà, on organise des comptages. Par exemple, dimanche, il y a un comptage au bord du lac d'Annecy. D'habitude, il est ouvert au public. Mais là, cette année, les circonstances font que... Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, et si vous voulez participer à des comptages d'oiseaux en montagne, en ville, découvrir des rapaces, les grands-ducs, les aigles royaux, il y a des activités tous les week-ends. Donc... il suffit de regarder sur le site. Et je sais que nous, donc le siège de Botanique, on est classé refuge LPO. Voilà. Ça correspond à quoi exactement? Un refuge LPO, c'est un engagement moral où on s'engage à préserver, par exemple, au mieux la biodiversité dans son jardin. Ça veut dire tondre un peu moins, laisser une zone non tondue. Par exemple, les haies, ne surtout pas tailler une haie entre le mois de mars et le mois de juin, comme les oiseaux sont en train de nicher, les merles sont dedans. Alors ça, pareil, tout le monde taille les haies. Beaucoup de personnes malheureusement taille les haies au printemps, alors que c'est une erreur grossière aussi bien pour les arbres que pour les oiseaux. D'accord. Donc il faut privilégier l'automne, l'hiver. On met tout comme il faut, tout ce qu'on veut comme il faut l'hiver. Et puis voilà, au printemps on laisse la haie, on la touche surtout pas. C'est des choses comme ça. Voilà, installer une mangeoire, mettre des nichoirs à insectes, aussi des nichoirs à chauves-souris. Voilà, c'est tout ce qui aide la biodiversité locale. Et voilà, et après on s'inscrit. On reçoit un petit panneau qu'on est refuge LPO, et la LPO en plus après ça permet d'avoir de la force au niveau politique. Comme plus il y a de refuges LPO, plus ça représente de personnes, plus ça fait d'hectares de réserve entre guillemets. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a des gens qui s'investissent dans la... Et on peut le faire. Nous on l'a fait en tant qu'entreprise, mais on peut tout à fait le faire en tant que particulier. Voilà, moi personnellement j'ai ma maison, j'ai mes parents, j'ai mon lycée, j'ai voilà toutes les personnes que je peux sensibiliser, j'y vais. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci. Je te remercie. Au revoir. Au revoir.